Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus profondes et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast tout simplement, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet épisode m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue avec l'une de mes mentors qui a été suivie d'un post sur mon compte Instagram et dont j'ai cru bon de développer ma pensée pour en faire un épisode à part entière. On a coutume d'entendre dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Je crois au contraire qu'il y a des questions qui sont meilleures que d'autres dans le sens où elles amèneront de meilleures réponses que d'autres. Ça concerne aussi bien les questions que l'on pose aux autres que celles qu'on se pose à soi-même. Mettons-nous tout de suite en situation. Imaginez que vous êtes un athlète, amateur. Vous courez régulièrement, vous faites même peut-être quelques compétitions de temps en temps, des 10 km, des semis, et vous vous préparez pour faire un marathon. Vous avez peut-être déjà fait un marathon, vous préparez votre deuxième marathon, voilà. Mais voilà, vous vous blessez régulièrement, pas grand-chose, mais ça complique votre préparation et surtout ça vous tient éloigné de vos objectifs. Imaginez-vous maintenant face à un marathonien. Un de ceux qui fait plusieurs marathons par an, ou alors un triathlète qui a déjà à son actif plusieurs Ironman. Les Ironman, c'est ces compétitions où vous enchaînez 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course. Donc après avoir fait tout ça, vous finissez par un marathon, soit souvent plus de 10 heures, 12 heures, 15 heures d'efforts cumulés pour ces athlètes. Quelle question aurait la plus forte probabilité de recevoir une réponse qui va vous aider dans votre trajectoire à atteindre vos objectifs? 1. Comment faire pour avoir ton palmarès? 2. Comment as-tu fait pour en arriver là? 3. Comment as-tu adapté tes entraînements pour éviter au maximum les blessures? On dirait un vieux quiz de magazine pour adolescentes. Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que vous sentez que la question 3, elle est d'un autre niveau? La question 1, comment faire pour avoir ton palmarès, elle vibre d'une énergie du « dis-moi ce que je dois faire ». La question 2, elle vibre l'énergie du « fais-moi rêver, raconte-moi ton histoire ». Et la question 3, elle vibre l'énergie du « ton expérience va sûrement m'aider à surmonter mes propres difficultés. Je peux faire quelque chose, je peux retirer quelque chose dans ton expérience qui va m'aider moi personnellement ». Ces 3 questions vont obtenir des réponses complètement différentes. Comment faire pour avoir ton palmarès? Comment as-tu fait pour en arriver là? Comment as-tu adapté tes entraînements pour éviter au maximum les blessures? On pose 3 questions différentes à la même personne et on obtiendra 3 réponses complètement différentes. Et selon mon avis, c'est la 3e question qui a le plus de chances de vous en apprendre le plus sur éventuellement cette personne, mais surtout sur vous-même et qui vous aidera le plus à atteindre vos objectifs. Transposons ces questions maintenant au contexte de l'argent. Certaines questions vous permettront d'obtenir des réponses plus riches, qu'elles soient d'ailleurs posées à Google, à des gens, à des experts ou à votre entourage, des personnes qui ont une certaine expertise sur un sujet, ou à vous-même. Alors, je vais d'abord parler des questions que je qualifie de nulles. Oui, je le dis, elles sont nulles. Ce sont des questions fermées du style... fermé mais aussi un peu rhétorique du style « Pourquoi suis-je si nulle avec l'argent? Pourquoi je ne sais pas faire un budget? Pourquoi je n'arrive pas à tenir mes comptes? Qu'est-ce qui m'a pris de faire cet investissement? Pourquoi est-ce que machine ou machin ou le collègue a une augmentation et pas moi? Comment ça se fait que je sois aussi bête que ça pour me retrouver toujours dans cette situation ?» Pour moi, toutes ces questions sont nulles. Je les qualifie de nulles parce qu'il n'y a pas vraiment de questions déjà. Ce sont plus des jugements de valeur. Et souvent, c'est des jugements par rapport à soi,
qui nous empêche clairement de voir d'avoir un peu de clarté, d'avoir un peu de... C'est pas des questions qui vont nous aider à grandir, c'est des questions qui nous rabaissent, qui nous tirent vers le bas. Et la façon dont la question est posée restreint de fait la réponse. Parce que quand on se dit pourquoi est-ce que je suis si nulle avec l'argent, en fait, le postulat de base, c'est qu'on est nul. Donc, la réponse n'a aucun sens. Vous voyez, j'ai même du mal à formuler quoi que ce soit. Il y a peu de chances que la réponse à cette question ou les réponses à ces questions vous aident à comprendre quoi que ce soit d'utile pour évoluer dans votre vie ou évoluer vers vos objectifs, quels qu'ils soient, y compris financiers. Il y a aussi les questions pièges ou les questions fermées. J'aime bien les questions pièges. Ce sont des questions qui nous laissent penser qu'il y a peu d'options à notre disposition. C'est pour ça que je les appelle pièges, parce qu'on se sent piégé. Par exemple, est-ce que je dois emprunter à la banque ou acheter ma voiture en cash? Est-ce que je dois rester dans mon job ou lancer ma boîte? Qu'est-ce qui est le plus important, la qualité ou le prix? Est-ce que c'est un achat utile ou pas? Bon, ça, ce sont des questions fermées, mais des questions oui, non. Et moi, je les trouve pièges parce que, effectivement, elles nous font penser. Elles sont d'ailleurs souvent utilisées comme technique de vente parce que elles vous laissent penser par des commerciaux, parce qu'elles vous laissent penser que vous avez peu d'options. Vous préférez acheter le modèle noir ou le modèle bleu? Et si moi j'ai pas du tout envie d'acheter quoi que ce soit d'ailleurs, ou si est-ce que j'ai envie d'acheter le modèle rouge? Donc ces questions elles sont pièges parce que elles nous font penser évidemment que notre choix est restreint. Et si on n'est pas vigilant, on se contraint soi-même dans ce faux choix. Le faux choix que quelqu'un nous a soumis avec sa question ou le faux choix qu'on s'est proposé à soi-même. Et si en fait il n'y avait pas que deux options dans la situation qui se présente. Et quand quelqu'un va vous poser cette question, quand vous reconnaissez que quelqu'un vous pose une question piège, et je mets des guillemets, essayez toujours de vous dire, est-ce qu'il y a vraiment que deux options dans le cas présent? Et ça peut vous aider à sortir un peu de ce questionnement, à questionner la compétence, la légitimité ou de l'interlocuteur ou même sa bienveillance à votre égard. Et puis vous, éventuellement, si c'est une question que vous vous posez à vous-même, à essayer de trouver une autre voie, une voie alternative, une troisième, voire une quatrième ou une cinquième que vous n'avez pas envisagée jusque-là. Continuons avec un type de question que j'aime bien, parce que elles me plaisent pas toutes, vous avez vu. Ce sont les questions investigatrices, les questions d'enquêteurs. Donc elles ont pour but de nous aider à creuser pour aller chercher la réponse la plus intéressante possible. Elles s'appliquent aussi bien aux autres qu'à soi. Souvent, on va poser ces questions en rafale. Donc on pose pas qu'une question, mais on pose une question. En fonction de la réponse, on pose une deuxième question, puis on pose une troisième question dans le but de ne pas se contenter évidemment de la première réponse qui a été donnée ou alors qui nous vient à l'esprit. Par exemple, pourquoi n'ai-je pas obtenu d'augmentation cette année? Réponse: parce qu'il y a eu le Covid. Question: comment je sais que c'est vraiment le cas? Comment je sais que c'est vraiment à cause du Covid? Réponse: parce que mon manager me l'a dit. Question: ai-je de bonnes raisons de faire confiance à mon manager? Réponse: non. Question: pourquoi je ne cherche pas à obtenir une vraie explication? Réponse: parce que je n'aime pas faire ça, parce que je suis gênée. Question: pourquoi je n'aime pas demander des explications quand il y a un flou, quand j'estime avoir besoin d'explications? Réponse: parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une relou, parce que j'ai peur de déranger, parce que j'ai peur de me faire mal voir, etc., etc. Bingo! Vous avez vu que la première question de base, pourquoi n'ai-je pas obtenu d'augmentation cette année? La réponse: parce qu'il y a eu Covid. Si vous arrêtez là, vous passez à côté de la richesse de tout ce qui vient après. Vous passez à côté de, notamment, l'expression d'une belle croyance limitante. Des questions posées en rafale à la façon d'un enquêteur peuvent valoir de l'or parce qu'elles permettent justement d'identifier plus facilement ces fameuses croyances limitantes qui ne sont pas forcément les premières à venir à l'esprit quand on répond à une question. Et une fois du coup qu'on a fait ce processus de questionnement et qu'on a identifié ces croyances limitantes, on a justement un bel axe très précis de progression pour soi. Et dans mon exemple, vous savez maintenant que, par exemple, vous n'osez pas
demander des choses, y compris de l'argent, parce que vous avez peur de passer pour ceci, cela, etc., ou de déranger. N'est-ce pas là un bel axe de progression qui d'ailleurs pourrait vous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres? Si par exemple votre objectif est justement d'obtenir une augmentation, d'obtenir ou une promotion, voilà, une évolution de poste, etc. Ensuite, il y a les questions, vous allez tout de suite comprendre si je les aime ou pas, il y a les questions que moi j'appelle les questions feignantes. Je vous donne un petit échantillon de questions feignantes. Comment faire un budget? Comment gagner plus d'argent? Comment investir? Comment réussir à épargner plus? Comment sortir du découvert? Il y a aussi les questions du type faut-il que, dois-je plutôt faire ceci ou plutôt cela dont on a déjà parlé. Je déteste les questions feignantes. Je déteste ces questions parce que quand elles sont posées à quelqu'un, c'est comme si vous vous déchargiez sur l'autre de faire le travail par vous-même et que vous demandiez à l'autre, l'interlocuteur à qui vous posez la question, de trouver la solution pour vous ou de choisir votre place. Par exemple, si moi, vous me posez ce genre de questions, premièrement, je ne saurais pas trop quoi dire. Comment investir, Delphine? Je suis perplexe. C'est-à-dire que vous avez 2 minutes ou vous avez 2 mois pour que je réponde à cette question? Parce qu'en vrai, il me faudrait des heures pour répondre à chacune de ces questions. Je pourrais écrire un livre pour répondre à chacune de ces questions. Donc, je ne peux pas résumer l'intégralité de mon savoir, l'intégralité de ma pensée, l'intégralité de mon travail en une question. Ce qui est le plus irritant pour moi, c'est que les réponses à ces questions, elles sont souvent en partie disponibles partout sur Internet. Mais évidemment, je sais, comme vous, que trouver les réponses à ces questions, c'est long, c'est fastidieux, parce que les questions sont hyper larges. Donc, il faut lire des tas de ressources, regarder des tas de vidéos, écouter des heures de podcasts, et puis ensuite, il faut recouper les informations, trier, valider la crédibilité des interlocuteurs, faire fonctionner son sens critique, et enfin, appliquer les choses qui nous semblent être intéressantes, et aussi, il ne faut pas oublier, accepter de se tromper. Parfois, il ne faut même pas en fait chercher, la réponse on l'a, elle est juste là, mais c'est juste que le fait de se poser une fausse question permet de masquer une difficulté à passer à l'action. Comme par exemple, si vous me demandez comment arrêter de fumer, je ne vais pas vous dire arrête, enfin, je vais vous dire, pardon, bah arrête, ou prends un patch, ou va voir un hypnothérapeute. Alors déjà, je suis la très mauvaise personne à qui demander ça, parce que je ne fume pas. Mais pour moi, ça a l'air tellement simple, donc effectivement, je vais vous dire, bah juste arrête, ou je sais pas, va voir quelqu'un. Mais la question, elle est super ouverte. Et si vous posez cette question à Google, vous aurez aussi énormément de réponses auxquelles il faudra appliquer un tri. Mais en fait, vous savez probablement quoi faire. Donc, cette question que vous me posez ou vous posez à vous-même, comment est-ce que je vais faire pour arrêter de fumer? Vous avez la réponse, ou vous avez des éléments de réponse. Vous savez, en fait, où chercher. Mais c'est comme si le fait de se poser la question permettait détourner votre attention et vous faisait penser ou vous donnez l'illusion que c'est parce que vous ne savez pas comment faire que vous ne passez pas à l'action. Et donc, tant que vous pensez ne pas savoir, vous vous dispensez de faire ce qu'il faut faire, alors que vous savez ce qu'il faudrait faire. Aussi, ces questions, elles font perdre du temps. Elles font perdre du temps à ceux qui les posent et à ceux à qui elles sont destinées. De plus en plus, moi, je me dispense de répondre à ces questions parce que je préfère inviter les personnes à poser de meilleures questions. Demandez-moi comment faire un budget, je vous dirai, alors, rejoignez mon programme Budget Master ou cherchez sur Internet. Parce que c'est pas que je sais pas répondre, c'est que l'idée même que vous puissiez me poser une question de but en blanc comme ça, qui veut dire genre donne-moi la réponse, Delphine, j'ai la flemme, je n'ai pas envie de chercher, je n'ai pas envie de faire un effort, dis-moi ce que je dois faire, ça m'agace. Si vous me demandez comment gagner plus d'argent, comment investir, comment épargner davantage ou comment en finir avec vos dettes, je vous dirais aussi allez chercher sur Internet. D'abord, faites un minimum de travail, ensuite revenez avec une question à laquelle j'aurai plaisir de répondre. Testez des solutions, formez-vous éventuellement. Donc, vous formez avec moi, avec d'autres personnes, peu importe, avec une personne qui vous plaît.
et adaptez-vous en permanence. Sur chacun de ces sujets, vous avez des quantités astronomiques de ressources en ligne. Ne l'oubliez pas. Si vous avez la flemme de chercher et de trier, alors dans ces cas-là, ne demandez pas à quelqu'un de le faire à votre place. Respectez la personne, son temps et évidemment son expertise. Transposer à la vie quotidienne ces questions, comme je vous ai dit, ça donne comment arrêter de fumer, comment trouver l'amour, comment perdre du poids, comment organiser ma semaine, quoi répondre à des questions aussi vagues. On peut soit faire 2 phrases, comme je vous ai dit, souscrire à mon programme Budget Master, ou un roman. Comment faire un budget? J'ai mis des mois et des mois à comprendre comment faire le mien. J'ai créé des formations, j'ai créé des programmes, j'ai créé un e-book, j'ai créé plein de choses autour de ça. Donc là, on me demande de résumer mon travail, en fait, en une phrase, si possible. Si ça pouvait être court, ce serait aussi bien, alors que c'est impossible. Et c'est pas à votre interlocuteur d'écrire ce roman et de faire ce travail. Comme je vous disais, certains en ont fait le travail d'une vie, d'aider des gens à arrêter de fumer, à trouver l'amour, à perdre du poids ou à organiser leur temps. Donc ces questions ne sont pas la meilleure manière de respecter votre interlocuteur, à moins que vous le payiez pour répondre à cette question. Mais même dans ce cas, vous obtiendrez de bien meilleures réponses pour vous en posant de meilleures questions. Comme par exemple les questions que moi je qualifie de journalistiques. Alors, elles ne sont pas finalement si différentes des questions de base, des questions... En fait, elles ne sont pas très éloignées des questions feignantes, mais leur formulation fait que ça change tout. Par exemple, vous allez demander à quelqu'un, parce que les questions journalistiques, c'est vraiment des questions qu'on pose plus aux autres, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un budget? Plutôt que comment faire un budget. Comment as-tu réussi à faire 100 000 euros? Si quelqu'un venait à me poser cette question, comment as-tu réussi à faire 100 000 euros en 5 mois alors que tu as fait 100 000 euros en 1 an l'année dernière, plutôt que comment gagner plus? Comment as-tu commencé à investir plutôt que comment investir? Comment as-tu épargné autant ou combien as-tu épargné avant de te lancer plutôt que comment réussir à épargner plus? Et aussi, comment, alors, c'est pas une question qu'on me posera à moi, mais par exemple, comment es-tu sortie du découvert malgré un divorce et 2 enfants à charge, plutôt que comment sortir du découvert? En fait, à travers ces questions, on va solliciter, chercher l'expérience de la personne, on cherche à tirer des enseignements qui pourront nous servir ou servir à d'autres. Et ces questions ont pour but de recueillir un avis, une opinion, un récit, une expérience qui fait office d'exemple. D'abord, la question posée comme ça, elle est plus contextualisée. Ensuite, elle montre que vous vous intéressez davantage à la personne que vous avez en face de vous. Quand vous demandez à la personne comment est-ce que tu es sorti du découvert malgré ton divorce et malgré tes 2 enfants à charge, évidemment, c'est pas la même question que comment sortir du découvert. Vous montrez à la personne que vous connaissez son histoire, que vous la suivez, que vous vous intéressez à ce qu'elle a fait, à sa démarche, voire même que vous vous identifiez à sa situation. Et donc ça fait passer la question à un tout autre niveau. Et enfin, avec ces questions-là, vous indiquez clairement que vous ne cherchez pas à ce qu'on vous dise quoi faire, mais plutôt que vous cherchez vos propres solutions auprès de gens qui vous inspirent ou que vous pensez, qui ont éventuellement ces solutions ou qui les ont appliquées. Et donc, il y a une différence énorme avec ce type de questions, bien que les formulations soient finalement pas si éloignées. Quand vous vous posez ces questions à vous-même, parce que c'est possible de le faire, vous cherchez là ce qui, peut-être dans votre propre expérience, dans votre passé, peut vous aider à trouver des solutions pour vos problèmes actuels. Par exemple, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à tenir un budget en 2021? As-tu déjà investi d'une manière ou d'une autre et comment ça s'est passé, Delphine? Comment avais-tu réussi à épargner 10 000 euros quand tu étais plus jeune? Voilà. Vous vous interrogez en fait votre vous-même du passé, vous allez chercher dans votre propre récit, dans votre propre expérience pour essayer d'en tirer de leçons que vous n'avez peut-être pas tirées à l'époque, mais qui pourraient tout à fait vous servir aujourd'hui. Qu'en fait, ces questions, quand vous les posez à vous-même, c'est qu'est-ce qui, dans ma propre expérience, pourrait m'aider à surmonter ce problème actuel.
Mais les questions qui sont pour moi les plus précieuses sont les questions, j'ai pas trouvé un terme super chouette, mais des questions que j'ai appelées pointues, qui sont généralement des questions ouvertes et qui montrent que vous avez déjà fait une partie du travail sur vous-même ou une partie du travail de recherche, d'accumulation de connaissances et que vous êtes prêt à faire le reste du travail, mais que vous aimeriez là, dans ce cadre-là, avoir un coup de pouce, avoir de l'aide, avoir ce petit truc, ce petit déclencheur, ce petit truc supplémentaire qui effectivement pourrait vous aider à passer des caps. Comme par exemple, j'ai parfois le sentiment d'être limitée par mon budget, j'aimerais bien que tu m'aides à comprendre d'où ça vient. Entre comment faire un budget et, je redis, j'ai parfois le sentiment d'être limitée dans mes dépenses quand je fais un budget, j'aimerais bien que tu m'aides à comprendre d'où ça vient. Vous voyez bien que la question, elle est contextualisée ici et qu'elle n'apporte pas du tout le même niveau d'interaction avec l'interlocuteur. Quelles compétences pourrais-je acquérir rapidement pour me permettre de gagner davantage sans travailler plus? Là encore, c'est hyper circonstancié, c'est plus comment gagner plus. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser à soi-même. Quelles compétences pourrais-je acquérir rapidement pour me permettre de gagner davantage sans travailler plus? Quelles leçons retenir de mon dernier investissement dans lequel j'ai perdu de l'argent? À chaque fois que j'arrive à 15 000 € d'épargne, je trouve toujours un moyen de le dépenser. Que dois-je comprendre de ce constat, par exemple? Plutôt que comment épargner plus. Et enfin, j'ai un autre exemple, comment tirer profit de la situation économique actuelle au maximum pour rembourser mes dettes au plus vite, au lieu de comment faire pour ne plus être à découvert. Vous voyez un peu le niveau de ces questions, l'impact et l'opportunité que ça ouvre de recevoir des réponses bien plus riches. Il est évident qu'avec de telles questions, vous avez déjà fait un vrai travail en amont. C'est pas le même niveau de questions. Donc moi, je sais quand vous posez ces questions-là, quand je vois des gens poser des questions pointues, je sais que vous avez déjà fait un travail en amont pour comprendre ce qui se joue dans vos difficultés. Il y a un niveau de questionnement qui va amener un niveau de réponse supérieur. Vous avez déjà fait vos recherches sur Internet, vous avez déjà engrangé des connaissances, vous avez déjà analysé votre situation, vous avez déjà compris comment vous fonctionnez, vous avez déjà fait évoluer certains de vos schémas d'avant, vous avez déjà manifesté une vraie volonté d'évoluer. Et donc ce niveau de questionnement vous amènera obligatoirement vers de meilleures réponses. Meilleures réponses que vous pouvez trouver vous-même à travers de meilleures lectures, à travers de meilleures ressources, de manière plus générale extérieure, à travers de meilleurs conseils, évidemment, à travers de meilleurs interlocuteurs. Il va de soi que moi, quand on me pose une question, je sais que je vais y répondre et je vais y répondre avec tout mon cœur. Quand on me pose une question feignante, je vais fournir une réponse feignante. Je suis la même personne à qui on pose deux questions. Certes, une personne va obtenir de moi une réponse feignante qui va probablement pas du tout l'aider, et une autre personne va obtenir une réponse de moi qui va être une réponse plus riche et qui va probablement lui apporter énormément. Parce que j'ai pas le même niveau de maturité en face chez mes interlocuteurs, et du coup, je ne fournis pas la même richesse de réponses. Alors, comment poser de meilleures questions? C'est la réponse à 10... la réponse à 10 balles, non, la réponse à 1000 balles, ou la réponse à 1 million. Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est une bonne question dont la réponse est d'ailleurs plutôt simple. Elle est simple, je ne dis pas qu'elle va vous plaire, mais elle est simple. Comment poser de meilleures questions? Il faut pratiquer. Il faut s'entraîner. Et à force, on finit par poser des questions plus riches qui nous permettent d'obtenir des réponses encore plus riches. Il faut s'entraîner. Observez la manière dont vous posez des questions. Observez les questions que vous vous posez à vous-même et les questions que vous posez aux autres. À tous les autres. À vos collègues quand ils rentrent de vacances, à vos amis quand vous les avez au téléphone, à votre partenaire quand il rentre du travail, à vos parents quand vous les avez aussi au téléphone, à vous-même, à vos enfants, à des gens que vous croisez dans des conférences, dans des dîners, des gens que vous rencontrez en vacances, que vous croisez sur les marchés. Quel est le niveau de questions que vous posez aux gens? Donc déjà, essayez de remarquer ça. Puis ensuite, entraînez-vous à poser des questions d'un autre niveau. Et ça viendra. Faites-moi confiance. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.